Bonjour à tous, félicitations si vous êtes en vie, une vidéo très courte et très atypique, mais sur cette chaîne de toute façon vous l'avez compris, il n'y a aucune cohérence sinon moi-même, consacrée au nouveau roman de Bret Easton Ellis. Bret Easton Ellis, à mes yeux, c'est de très loin le plus grand écrivain vivant. J'aime énormément Jason Starr également, mais Ellis c'est un génie à mes yeux. Donc le roman qui vient de sortir de Shards, voici la version anglaise et voici la version française. On m'a demandé en commentaire et en PM, etc., ce que j'en pensais. Je l'ai terminé il y a 2 jours, un truc comme ça, ou 3 jours. Je m'en suis toujours pas remis. Je le dis vraiment, des fois on dit ça, et puis c'est juste pour dire qu'on a adoré, mais moi je m'en suis réellement pas remis. Il me hante complètement, mais j'y pense tous les jours. Enfin voilà quoi. Je suis pas certain d'attendre. D'habitude, je relis chaque roman de Bret Easton Ellis 1 an après sa découverte. C'est-à-dire que ça sort, je le lis, j'attends 1 an et je le relis. Là, je pense pas que je vais pouvoir attendre 1 an. Et d'ailleurs, du coup, je le relirai en français, puisque comme vous voyez, j'ai les 2 éditions. J'avais moi acheté en anglais et on me l'a offert en français. Du coup, voilà. Donc, c'est un chef-d'œuvre. Je suis pas le seul à le dire. La presse commence à le dire pas mal. Mais là, pour moi, là vraiment, c'est un de ses meilleurs livres. Voilà. Et sincèrement, je m'y attendais tellement pas, parce que ça fait quand même 13 ans qu'on n'a pas de roman. Le dernier, Suite Impériale, était bon, très bon même, mais c'est, pour moi, c'était personnel. D'abord, il était très court, je crois que c'est son plus court. Il était particulier, je sais pas comment dire, il y a quelque chose dedans qui était pas... il n'était pas au sommet du... Alors aujourd'hui on sait pourquoi, parce que dans les interviews il en a parlé, et il a écrit... ça a été extrêmement difficile de l'écrire. Voilà, il avait du mal à écrire, il était extrêmement mal dans sa vie à ce moment-là. Ça se sent un peu quand on le lit d'ailleurs. Mais alors ça reste bien, mais bon. Et après ça, c'est vrai que pendant au moins 10 ans au moins, quoi, il a dit je n'ai aucune idée de livre, je n'ai aucune pulsion d'écrire un roman. Et moi j'étais en PLS total quoi. Et d'ailleurs voilà, il s'est tourné vers le cinéma, la réal, l'écriture de scénario, avec beaucoup d'échecs, beaucoup d'échecs, je veux dire beaucoup de projets qui n'ont pas abouti. Alors d'ailleurs donc là il est normalement sur le point de tourner, de réaliser son premier film, qui serait un film d'horreur apparemment très basique. Enfin, alors moi je suis très curieux de voir ça. Je trouve ça très intéressant que Bret Easton Ellis s'oriente vers le film d'horreur de base. Je trouve ça génial en fait. D'abord on verra si ça se fait. Normalement je crois qu'il tourne à la fin de l'année là. Mais bref, on avait peu de signes encourageants concernant sa carrière d'écrivain. Puis on a eu White. Alors voilà, donc qui est un essai qui a fait quand même pas mal de bruit, sorti en 2019 il me semble, mais qui est un essai. Alors un essai d'ailleurs, je sais qu'il y a des gens que ce livre a immensément énervé. Moi j'ai adoré, je l'ai adoré, mais c'est parce que, et c'est pas le cas avec évidemment, tous les gens que j'admire, mais le regard de Bret Easton Ellis sur la société, c'est exactement le mien en fait. Je m'y retrouve totalement, mais totalement. Donc moi j'ai lu cet essai et genre il n'y a pas une ligne que je cautionnais pas en fait. Donc ça m'a fait un plaisir immense de lire ce bouquin, parce que je partage ses opinions, et voilà. Donc bon, la cancel culture en prend plein la gueule, le wokisme aussi d'ailleurs, mais parce que effectivement Bret Easton Ellis est comme moi d'ailleurs est de la génération X, et que je pense que une certaine partie de la génération X regarde ce qui se passe actuellement et ne peut s'empêcher d'être atterré en fait, vraiment hein. Alors pourquoi machin, ça là c'est des débats sans fin. En tout cas moi j'étais à la fois donc très heureux de la sortie de cet essai, et en même temps un peu déprimé, parce que pour moi c'était effectivement la confirmation que Bret Easton Ellis ne voulait plus écrire de romans, voilà. Alors, faut jamais dire jamais, mais ça semblait vraiment mal barré quoi. Et puis tout d'un coup il y a eu cette info concernant son podcast, où il a révélé qu'il était en train d'écrire un roman et qu'il en publierait, mais sur internet régulièrement sous forme de podcast lu.
des chapitres. Et donc voilà. Bref, le livre est là. Et alors c'est à nouveau une histoire liée à la jeunesse américaine. C'est extrêmement autobiographique, il le confirme dans les interviews. Et donc on va suivre le narrateur qui s'appelle d'ailleurs Bret Ellis et qui écrit dans le livre, il est en pleine écriture d'un roman intitulé Moins que zéro. On va le suivre avec ses amis du milieu aisé, très aisé même, de Los Angeles. Alors c'est très intéressant parce que au début du roman, tout se passe extrêmement bien. Ils sont effectivement dans une jeunesse feutrée, dorée, privilégiée, etc. Il n'y a aucun problème, même si en réalité des problèmes il y en a et ils vont pas tarder à déborder. Mais c'est l'arrivée d'un nouvel étudiant qui va semer d'abord le trouble puis faire tout voler en éclats. Parallèlement à ça, un tueur en série commence à sévir à Los Angeles avec des méthodes très particulières et sincèrement vraiment terrifiantes. Je tiens à dire que le bouquin est semi-horrifique. C'est-à-dire que voilà, il y a des scènes qui vont vous rappeler American Psycho, c'est-à-dire que là vraiment c'est ultra violent, et il y a des scènes, comment dire, qui vont pas vous rappeler grand-chose, mais qui vont vous faire comprendre à quel point Bret Easton Ellis est fan de Stephen King, et d'ailleurs il en parle dans Les Éclats de Stephen King. Il y a vraiment une espèce d'effroi par moment qui s'installe, et c'est une belle surprise. Enfin moi qui adore les bouquins d'horreur, là il y a des moments où on est vraiment plein dedans. Et à côté de ça, c'est du pur Bret Easton Ellis. Mais ce qui est intéressant, c'est que et je suis pas le seul évidemment à l'avoir relevé, c'est que il y a une complexification de son style et de son écriture. Enfin, c'est d'une qualité folle. Voilà, c'est pour ça qu'effectivement, je me permets de dire que pour moi c'est un chef-d'œuvre. J'ai vu que dans le Nouvel Obs ils disent chef-d'œuvre aussi. Le Monde, je viens de lire la critique. Bon, ils sont euphoriques également. Je vois mal comment on pourrait critiquer ce bouquin. Après on peut ne pas du tout l'apprécier par contre. Mais moi je suis sonné, voilà, c'est le mot, je suis sonné. Et quel bonheur. Voilà, c'est comme si j'étais fan d'un chanteur depuis la fin des années 80 et quand 2023 à 59 ans, ils me sortent un de ses tout meilleurs albums. Donc je préviens quand même, voilà, que c'est un bouquin assez ardu, il fait 600 pages. Moi je les ai, j'allais dire dévorés, mais c'est pas vrai, je les ai savourés. J'ai même un peu ralenti ma lecture vers la fin. Passé les 400 pages, je me suis dit putain, j'ai vraiment pas envie de le terminer en fait. Enfin, j'ai hâte de le terminer et je sais déjà que je vais faire une dépression quand je vais l'avoir fini quoi. Parce que j'étais trop bien dedans et trop happé quoi. Il y a d'ailleurs un sentiment qui plane tout le long de ce livre. Tout particulièrement, c'est la torpeur. C'est exactement ça en fait. En plus surtout comme c'est écrit à la première personne. C'est comme ça, c'est le côté American Psycho de la chose aussi. On n'a pas de recul, c'est très compliqué d'avoir du recul par rapport à tout ce qui se passe, les sentiments et les pensées et les événements décrits également. Et la fin. Alors je dois dire quand même que c'est la fin. Pour moi, c'est sans doute la fin la plus puissante qu'il ait jamais écrit. La fin la plus réussie de toute sa carrière. J'étais vraiment surexcité quand vraiment les 50 dernières pages, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire quoi. J'en revenais pas. Alors j'ai vu que voilà, il a vraiment pris son temps pour l'écrire, il a vraiment beaucoup bossé et ça se sent. C'est remarquable, c'est absolument remarquable, quel génie quoi. Enfin donc voilà, je vous le recommande. Je me doute que vous n'êtes pas tous des fans ni de littérature ni de Bret Easton Ellis, mais vraiment et en plus c'est pas voilà, c'est pas non plus, on n'est pas face à un polar classique ou un livre très accessible comme un Stephen King ou je ne sais quoi, même dans l'écriture je veux dire. Voilà, je sais plus qui m'a dit avant-hier, ça fait plusieurs fois que je veux l'acheter mais je le feuillette en librairie et vraiment j'arrive pas du tout à accrocher à ce que je vois dans les pages quoi. Et je comprends tellement parce que moi j'ai des gens qui le style Bret Easton Ellis ils comprennent pas en fait, ils comprennent pas. Ils y sont hermétiques. C'est-à-dire qu'en fait, c'est douloureux à lire pour eux, carrément. Alors, je vais c'est comme on me demandait un petit peu qu'est-ce que tu penses des Bret Easton Ellis, est-ce que tu peux nous faire ton top, etc. Je peux pas faire un top, les amis, parce que pour moi, Bret Easton Ellis n'a pas écrit de livre faible. Il y en a que je préfère un peu, mais réellement, il n'y a pas des écarts immenses. Alors, je l'ai pas perdu, hein, je l'avais prêté, il est jamais revenu, je ne l'ai jamais racheté. Les lois de l'attraction, que j'adore, évidemment. À part les lois de l'attraction, normalement, j'ai tout sous la main. Bon, alors moi j'ai découvert Bret Easton Ellis
89, 90, un truc comme ça, avec donc moins que 0. Parce que je sais même plus comment je suis tombé sur un truc qui parlait de ce bouquin et du coup je l'ai pris, je l'ai lu, donc je sais même pas 80 90, donc j'avais 17-18 ans et je me souviens très bien que je l'ai terminé et je me suis dit tout ça pour ça, enfin en fait j'avais pas je me disais mais ça raconte rien, et d'ailleurs il le dit lui-même, ça raconte rien, mais je comprenais pas en fait, mais vraiment et donc je le pose, je me dis ouais bof, pas pour moi quoi. Et ça c'est le phénomène Ellis sur moi. Le lendemain, je réalise que j'arrête pas de repenser au bouquin, à des scènes, des réflexions, même sur la vie, enfin des petits passages qui m'ont... c'est comme des petits coups de couteau où en fait au début tu te dirais mais j'ai rien, je vais même pas mal. Et puis en fait t'as 14 000 petites plaies au couteau et ça pisse le sang en fait. Donc toi t'as l'impression que t'as rien, que tu vas bien, mais non en fait non. Et du coup j'y suis retourné. Alors là, à l'époque, assez rapidement, hein, je suis retourné. 15 jours plus tard, je suis retourné dedans, je l'ai relu complètement. Et là, je me suis dit, ok, c'est fou. Enfin, voilà. Donc, et là, j'ai vraiment suivi Ellis à la trace. Et donc voilà. Donc pour moi, c'est un de mes romans de chevet, comme on dit. Et donc j'ai cette version-là, mais j'ai aussi, parce que je suis un peu fétichiste et que j'aime bien, voilà. J'ai aussi la réédition qui a eu lieu. À l'époque de l'adaptation ciné, alors catastrophique non, mais c'est vraiment pas très bon, et surtout c'est pas à l'auteur du livre, mais ce livre est-il seulement adaptable à l'écran? Alors moi j'en suis pas sûr, honnêtement, hein. Donc je sais qu'il y a Greg Araki qui rêve d'adapter moins que 0, lui il en ferait sûrement quelque chose de bien meilleur, mais c'est quand même compliqué quand c'est des romans qui travaillent une ambiance, une atmosphère, voilà quoi, mais où il n'y a pas d'événements, comment dire, c'est très contemplatif et c'est très la voix du narrateur, donc c'est compliqué d'adapter à l'écran. Et la version classique américaine qui est absolument somptueuse, alors là vous ne le voyez pas, mais en fait en gaufrage il y a marqué Less Than Zero ici en relief, et donc voilà, donc 3 éditions, ça va. Alors sinon, donc là ça va être, il n'y a aucun ordre, hein, évidemment, je vous le fais nawak. Suite impériale, donc c'est la suite de moins que 0. C'est sans doute celui que j'aime le moins. Je dis franchement, hein, c'est celui que j'apprécie le moins, mais je l'aime quand même. Hein. Alors le recueil de nouvelles zombies, c'est pas non plus mon préféré. Je l'aime beaucoup, hein, mais voilà. La version, parce que tout à l'heure c'était la version française que je vous ai montré, mais ça c'est la version américaine de Imperial Bedrooms, donc la suite impériale. Parce que pareil, en fait, je l'avais moi acheté en anglais et après, à l'époque, j'avais une amie qui me l'avait offert en français. Voilà. Lunar Park, un chef-d'œuvre incroyable, un livre ovni comme on dit, une expérience de fou. Enfin voilà, bon, tout le monde a un peu crié là aussi au chef-d'œuvre à l'époque. American Psycho, encore un chef-d'œuvre, un vrai chef-d'œuvre absolu. Mais vraiment absolu. Très belle édition. D'ailleurs, j'en profite pour gueuler sur les nouvelles éditions là. À chaque fois que c'est réédité, ils font des couves encore plus moches qu'avant. Enfin, je sais pas ce qui leur prend. Bref, Glamorama que j'adore. Je sais qu'il y a des gens qui ont un peu de mal avec ce bouquin. Moi, je l'ai mais adoré. Ah oui, et d'ailleurs, alors Glamorama, il est particulier pour moi puisque il est dédicacé. Je sais pas si vous allez bien voir. Ah bah oui, parfait. Et il est dédicacé par Ellis. Alors donc oui, donc Jonathan, hein, depuis toujours, chaque fois que je me fais dédicacer quelque chose, ce qui arrive assez rarement parce que j'ai quand même peu d'idoles à qui je pourrais demander une dédicace, je demande au nom de Jonathan qui est mon premier prénom. Et en fait, Alexandre est mon deuxième prénom usuel. C'est celui que j'utilise depuis plus de 20 ans maintenant, donc tout le monde m'appelle Alex, en fait plus personne m'appelle Jonathan, à part éventuellement la proche famille, mais j'ai gardé comme quand j'étais gamin, bah forcément je me suis fait dédicacer des trucs au nom de Jonathan, et d'ailleurs même sur ma vidéo de Serge Gainsbourg, alors là je lui avais pas demandé, mais évidemment quand il m'a fait le petit mot, Serge a mis pour Jonathan, les dédicaces d'Alice Cooper c'est Jonathan, enfin tout est Jonathan, Paul Naref aussi c'est pour Jonathan, et donc Elise pareil. Donc ça c'était assez chouette comme souvenir, puisque à la sortie de Glamorama, j'apprends que Bret Easton Ellis
va faire une séance de dédicace et un peu rencontre voilà, avec ses lecteurs à la librairie Le Divan, donc c'est la librairie Gallimard en fait, dans le 15e. Or j'habitais le 15e et réellement j'habitais à 3 minutes à pied de la librairie. Alors à la sortie de Glamorama, Bret Easton Ellis est déjà mon héros dans la littérature contemporaine. Et mais il est depuis American Psycho bien sûr, il est très populaire en France. Donc je me prépare psychologiquement à ce qu'il y ait énormément de monde, qu'on fasse la queue de 2 plombes et qu'on le voit 10 secondes comme ça pour faire signer et que bon c'est déjà extraordinaire. J'arrive et on est une vingtaine. Donc j'arrive pas mal en avance. Hein. On est une vingtaine et on attend, puis putain, on est étonné parce que la file n'augmente pas en fait. Et Bret Easton Ellis arrive avec 2-3 nanas donc de Robert Laffont. Il nous dit salut, il rentre et on se dit on va être en petit comité en fait quoi. C'est complètement dingue. Et du coup ça a été extraordinaire parce que quand ils ont vu que il y avait très peu de monde, ils se sont complètement détendus et il est resté, je sais plus, il est resté quand même 2 bonnes heures. Et on a papoté. On a tous discuté ensemble, mais c'était extraordinaire, c'était magique parce qu'il était du coup, il était en face de nous comme ça et il nous parlait vraiment ultra détendu du coup parce qu'il y avait aucune pression quoi. Donc il nous a signé les bouquins et ensuite la nana qui s'occupait de son agenda a dit qu'est-ce que vous voulez faire et lui il a dit c'est bien, on va discuter tranquille et tout quoi. Donc on est resté voilà, franchement on était peut-être 30 mais grand maximum avec lui et c'était voilà, c'est un souvenir vraiment magique. Et c'est là en plus où je me suis dit c'est-à-dire que en plus rencontrer ces stars c'est toujours très casse-gueule quoi. Évidemment on est rarement à l'abri de déceptions, alors plus ou moins importantes. Et là je l'ai vraiment adoré humainement. Je savais déjà à peu près la personne qu'il était parce que j'avais lu tellement d'interviews et de machin. Mais bon, là vraiment passer un peu de temps avec lui dans des conditions aussi détendues et privilégiées, c'était inespéré et je me suis dit ok, en plus il est génial, il était drôle, tellement intelligent. Moi c'est un des types pour moi les plus brillants. Voilà, c'est pour ça que je dis que quand il a publié son essai White, d'un côté j'étais très déçu en tant que fan du romancier Bret Easton Ellis et d'un autre côté c'était génial parce que c'était comme une interview de plusieurs centaines de pages en fait, puisque c'est dans ces interviews très souvent il parle de l'Amérique, son regard sur l'Amérique, critique aussi pas mal de choses. Donc là voilà, c'était un petit peu ça. En plus il y avait comme quelque chose de, comme il le dit, il en a pris plein la gueule sur White. Donc c'était chouette. Mais voilà, écouter Bret Easton Ellis parler, c'est un bonheur quoi. Voilà, c'est un bonheur. Alors je voulais parler 2 secondes de ce film qui s'est à la fois fait défoncer et à la fois encensé, et dont le scénario est de Bret Easton Ellis. C'est donc The Canyons avec Lindsay Lohan. Donc voilà, alors c'est pas un film, je sais pas comment dire, c'est pas un chef-d'œuvre pour moi en tout cas, ni rien. Ça a plein de défauts, mais ça a quand même des réelles qualités. Quand j'avais acheté des en DVD, j'étais un petit peu impressionné de voir qu'il y avait des éloges vraiment dithyrambiques de Télérama, Le Monde, Les Inrocks, enfin donc bon. Mais c'est une expérience en fait. Pour moi ça mérite d'être vu et l'ambiance d'Ellis se ressemble effectivement un peu. Et il y a The Informers. Ah ouais, alors j'ai pas sorti les adaptations. En adaptation, on n'a pas eu droit vraiment à des merveilles. Moi, je suis pas du tout un fan. Neige sur Beverly Hills, j'aime bien l'ambiance du film, mais on retrouve pas du tout moins que zéro. Vraiment, les lois d'attraction, j'ai beaucoup plus aimé, même si c'est pas non plus pour moi un chef-d'œuvre, mais c'est quand même très bien. On va voir la version longue uncut, non censurée, etc. Qu'y a-t-il d'autre? American Psycho, bien sûr. American Psycho, je suis comme Ellis, j'ai le même regard, c'est-à-dire qu'en fait, ça n'a, pas rien à voir, mais il y a des gros changements par rapport au bouquin, et je vénère tellement le livre, chaque angle du livre. Mais bon, je comprends qu'à l'écran, tu ne peux pas. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est très difficile de transcrire à l'écran des choses qui sont ultra intenses à l'écrit. Donc voilà, donc le film American Psycho est beaucoup moins violent que le livre. Il est beaucoup moins violent aussi mentalement, psychologiquement, que le roman.
Alors, ça, tout le monde l'a dit. Mais ça veut pas dire que le film est pas bon. J'adore Christian Bale et là, lui, il est parfait. Il est parfait. Et pour le reste, je trouve que le film est quand même très chouette à regarder et voilà, je l'apprécie complètement. Par contre, en tant qu'adaptation du livre, ouais, il y a vraiment, c'est pas vraiment, on retrouve pas vraiment le livre. Je peux pas dire ça. C'est un peu comme pour l'adaptation de Shining. Bon, pour moi l'adaptation de Shining par Kubrick c'est quand même un chef-d'œuvre, hein. Même si je comprends la déception des fans de Stephen King. Et d'ailleurs c'est drôle parce que dans Les Éclats, le personnage de Bret Easton Ellis, mais là vraiment c'est totalement autobiographique, raconte sa déception quand il a découvert le film de Kubrick par rapport au roman qu'il avait adoré. Donc c'est pas simple. Qu'y a-t-il eu d'autre, je sais plus. Oui, après il y a eu les trucs genre The Informers. Bon là c'était vraiment pas bon, hein, The Informers. Enfin voilà, il a pas eu vraiment beaucoup de chance avec les adaptations et en même temps je pense que c'est inadaptable. Je sais que pendant des années Glamorama les droits avaient été achetés. Je sais plus quel est le réal qui devait l'adapter au cinéma. Il me semble qu'à une époque c'était Oliver Stone, j'en suis presque certain. Mais je crois qu'après il a perdu les droits et que c'est un autre réal qui les a récupérés. Enfin bref, et ça ne s'est jamais fait. Alors Glamorama, ça pourrait faire un film de dingue, mais c'est quand même très casse-gueule. Et voilà. Mais alors The Shards, les éclats là, il y a un potentiel cinématographique, et d'ailleurs à la lecture c'est très cinématographique, mais c'est souvent le cas chez Ellis. Ça pourrait donner un chef-d'œuvre, mais c'est compliqué. Et puis est-ce qu'on a vraiment des réals encore qui sont je sais pas. Enfin, ici sûrement on a sûrement des réals qui seraient capables de faire des trucs de ouf, mais c'est compliqué. Je voulais parler en conclusion de cette vidéo un peu zarbi du livre Le Démon de Hubert Selby Jr. Si vous avez apprécié American Psycho, ou même si vous aimez la noirceur d'Ellis, vraiment, c'est-à-dire le côté amer, tranchant, voilà, de sa psyché, quoi. Je vous recommande ce bouquin qui est terrible, et qui est un chef-d'œuvre pour moi aussi. Voilà, Le Démon de Hubert Selby Jr. C'est très proche d'American Psycho. C'est à la fois très proche et différent. Mais vous êtes pas prêts. Le Démon, c'est franchement, moi c'est un de mes romans préférés, voilà, au monde, hein. Voilà, je le dis très très clairement. Mais ça va très loin et c'est extrêmement implacable. Je sais pas comment dire. Ce sera tout pour ce petit retour sur les éclats de Bret Easton Ellis et à la fois du coup un peu voilà. Vidéo sur le bonhomme. J'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.